de ce mois tente de calmer le jeu. Et elle dit ceci, elle dit certaines associations portent 2 ou 3 cases à lire, ce qui explique la différence de chiffres. Non, il n'y a pas de liquidation judiciaire liée à l'activité case à lire. Si on a voté un acompte, c'est uniquement parce qu'il fallait assurer la poursuite des activités. Mais elle va même plus loin. Elle dit ceci, apprendre la lecture n'est pas la vocation des cases à lire. Leur vocation est d'apprendre à réapprendre. Les cases à lire, ce sont la petite étincelle pour comprendre qu'on a besoin de la lecture et de l'écriture. Mais j'aimerais rappeler pour mémoire, si vous permettez, je cite ce que vous avez écrit lors de la création de ces fameuses cases à lire. Il s'agit de réconcilier les individus avec le monde de l'écrit par la pratique d'une activité support de type loisir afin de conduire soit à intégrer une formation d'amélioration des savoirs de base, soit à s'adonner à des pratiques de lecture et écriture en rapport avec les impératifs sociétaux actuels. Je cite aussi, ces cases à lire sont présentées comme un outil d'éducation populaire et a pour vocation un moyen de lutte contre l'illettrisme. C'est ce qui est écrit dans lors de votre dernière mandature, la réunion que nous conduisons. À ce stade de confusion, de réponses contradictoires, serait-il possible de nous apporter vraiment des éléments qui correspondent à la réalité? Et si je puis me permettre, peut-être l'élu saura nous renseigner sur sa dernière mission à Angers. Ce sera pour moi l'occasion, pour vous aussi, de nous présenter le bilan d'une des nombreuses missions dont nous n'avons à ce jour aucun bilan, mais qui fait l'objet de vote au sein de la commission permanente et pour lesquelles je n'ai de cesse de demander, de réclamer des bilans à chaque fois. Donc, si ce n'est pas des cases à lire, peut-être pourrions-nous ensemble trouver une autre dénomination concernant ces cases à lire, là où malheureusement on n'a pas vocation à apprendre à lire. Je voudrais continuer parce que je pense que mon intervention est assez longue, je m'en excuse, mais je ne peux pas me priver puisque j'ai la possibilité de m'exprimer, je ne vais pas me retenir. Donc, je vais continuer sur la politique culturelle de ce que vous avez proposé. D'abord en orientation budgétaire, maintenant dans le budget primitif. En section de fonctionnement, il y a plusieurs chiffres qui m'interpellent. On a sur les subventions 12 734 880 et je demande au niveau de cette somme comment ont été faites les conditions d'attribution. Nous avons aussi, toujours en section de fonctionnement, 300 000 euros pour les déplacements et missions. Je voudrais savoir à quoi correspondent ces chiffres. Ensuite, nous avons 1 632 222,94 millions qui correspondent publicité, publication, relations publiques. Enfin, nous avons 1 228 000 achats d'études et de prestations de services. Ensuite, je voudrais revenir un peu sur les chiffres qui sont donnés au niveau de le budget primitif. Et je prends pour conseil, on va dire, l'avis du Conseil de culture, de l'éducation et de l'environnement, qui pointe un certain nombre de choses, absence de montant de subvention pour ce qui est l'ESA, l'ILOA, FRAC et le PRMA. Il y a une certaine confusion qui est faite au niveau du FRAC et du PRMA qui n'ont pas la même activité. Ensuite, concernant les travaux du CAR de Saint-Paul ou celui de Saint-Pierre, on n'a pas d'affectation de budget. Et je voudrais savoir aussi qu'en est-il du fonctionnement et du devenir du PRMA. Vous prenez, comme vous dites, vous avez précisé dans vos orientations budgétaires l'export de la création artistique. Et je vois que pour cette affectation, il n'y a que 90 000 euros. Je voudrais savoir comment peut-on exporter avec si peu d'argent. En résumé, je vois une politique culturelle, donc un budget primitif qui n'est nullement pensé ni réfléchi. Faisons pour faire. Donc moi, je me promène un peu dans le milieu culturel et voilà ce que j'entends ici et là. Donc, attendez, je vais
vous retrouve, il faut juste que je retrouve, mais voilà. Donc, au regard et au contact que j'ai dans le milieu culturel, voilà ce qu'il en ressort. C'est une politique culturelle très clientéliste. Un CAR à vocation régionale qui n'a de régional que le nom, parce qu'on ne voit pas le rayonnement du CAR dans la zone. Bien que La Réunion soit le seul DOM qui possède un CRR. Une politique culturelle qui n'a pas permis la pleine affirmation de sa fierté d'être réunionnaise, d'être réunionnaise, déjà le renier de l'histoire, et je vais fermer la parenthèse, dans le fameux festival Métis. Une représentation à l'extérieur de la région basée sur, je vais être assez dans mes propos, et je l'assume en fait, ces propos-là. Une représentation à l'extérieur de la région basée sur le copinage. Je veux pour preuve les salons à l'extérieur. Sur quels critères avez-vous choisi tel ou tel artiste pour représenter la Réunion? Y a-t-il une demande, une information auprès de ces artistes, un appel d'offres? Quel est le véritable cahier des charges dans cette politique culturelle? En fait, c'est une politique culturelle sur papier, mais en réalité, sur le terrain, c'est une pauvreté réelle. Je vais finir par ce qui m'interpelle encore, et sans vouloir rentrer dans une situation particulière ou autre, je me permets de revenir sur la médiathèque Simon-Def de Saint-Paul. Et mon argumentaire s'organise uniquement autour du bon sens, des actions d'élus responsables, conscients des défis que la population lui a confiés en les plaçant à la tête de la collectivité. Oui, Monsieur le Président, j'en appelle à votre bon sens et au bon sens de chacun d'entre nous à une période où le politique perd de plus en plus de sa crédibilité. De bon sens pourquoi? Entre une médiathèque qui ouvre la porte à la connaissance et à l'émancipation, car il est toujours plus intelligent de parler à l'intelligence des gens plutôt qu'à la médiocrité, et un conservatoire pour certains, il n'y a qu'un pas. 18 000 €, c'est le coût total initial de la construction. Millions, pardon. La mairie de Saint-Paul trouve cette médiathèque trop coûteuse et passe le bébé à la région pour transformer la connaissance pour tous en un endroit où le Saint-Paulois n'est pas sûr de trouver son compte. À ces 18 millions que la région va débourser, s'ajouteront 4 à 6 millions de plus pour les travaux nécessaires de transformation de la médiathèque en conservatoire, construire du neuf sur du neuf. Cette situation est assez rocambolesque, à mon avis, et met les élus que nous sommes en face de la population, non pas en termes de promesses pendant une campagne, mais en face de la population pour nos actes, le plus souvent que cette dernière qualifie tout bonnement d'impensable. Encore du gaspillage, comme si le contribuable avait et a toujours bon dos. Je terminerai mon intervention par une intervention sur la coopération régionale. L'ouverture de la Réunion sur son environnement régional, sur l'océan Indien, même au sens élargi, englobant la Chine et même sur le monde, fait l'objet dans son principe d'un large assentiment dans notre Assemblée. Mais ce sont vos orientations stratégiques, le contenu et la méthode de ce que vous proposez qui ne peuvent recueillir notre assentiment. Avant de développer mon propos, je voudrais attirer votre attention sur une formulation de votre rapport, page 172, 6e paragraphe. Il y est écrit qu'il est nécessaire de faire davantage appel au crédit européen, je cite, au détriment de nos propres financements. Quand une procédure préserve nos propres crédits, je pense que ce n'est pas au détriment, mais plutôt au bénéfice de notre collectivité. Si on ne veut pas trop montrer que nous tirons davantage avantage de la manœuvre, on peut remplacer au détriment, non pas par au bénéfice, ce qui serait cynique, mais par à la place de. Je pense que vous serez d'accord pour revoir cette rédaction qui met de la cohérence dans le raisonnement de votre rapport. J'en viens maintenant au fond de la question qui est en débat. D'abord, on peut se réjouir de l'augmentation des crédits Interreg, tant pour la coopération transnationale que transfrontalière. De même,
on peut se féliciter que la région soit autorité de gestion, ce qui est une marque de reconnaissance de la qualité de nos services. Nous regrettons cependant que la déclinaison de ces financements se fasse sous forme le plus souvent de considérations générales, d'incantations, pas toujours d'actions concrètes. Nous regrettons aussi que les crédits semblent plus affectés en fonction de demandes récurrentes et non en fonction d'un projet global mûrement réfléchi qui donne du sens aux actions proposées. En second lieu, je m'arrêterai un moment sur la nouvelle gouvernance que vous préconisez. Nous ne sommes pas opposés à de nouvelles franchises pour notre collectivité, mais nous pensons que toutes les possibilités de la loi d'orientation de 2000 n'ont pas été encore explorées, et encore moins les nouvelles dispositions de la loi Letchimy. On ne va pas revenir là-dessus puisqu'on est revenu tout à l'heure suffisamment, mais s'il faut revenir, j'ai les grands principes de cette loi Letchimy. Dans ces conditions, demander de nouvelles libertés dans un domaine aussi régalien que les affaires internationales ressemble fort à une fuite en avant dans un domaine où nous manquons singulièrement d'expérience. Trop de gaspillage, de maladresse, de naïveté ont été étalés en ce domaine au cours de votre précédente mandature. Nous avons besoin en ce domaine de l'expertise des services diplomatiques français et surtout de leur concours et de leur connaissance des pays dont nous voudrions faire nos partenaires. Faisons d'abord nos preuves. Nous verrons ensuite comment aller plus loin. Enfin, vous voulez mettre l'accent sur la diplomatie économique. Nous remarquons que c'est justement le slogan de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Mais si la France, grâce à son réseau diplomatique, à ses structures de commerce international, à ses organismes dédiés, est armée pour mener cette politique, ce n'est pas votre cas. En matière économique et singulièrement en commerce extérieur, cela dépend un peu de l'État et presque exclusivement de l'Union européenne. Alors, vous vous aventurez en terre inconnue. Nous regrettons que vous ne mettiez pas davantage l'accent sur notre nécessaire appartenance au COMESA ou à l'IOR. Nous regrettons aussi que vous ne faites aucune mention des accords de partenariat économique qui impliquent nos voisins et dans la négociation desquels nous sommes absents. Nous souhaitons que vous fassiez davantage appel aux structures nationales qui accompagnent les entreprises françaises à l'export. Nous vous suggérons enfin de vous rapprocher des régions de métropole qui ont des structures dans nos pays cibles et qui ont de l'expérience en ce domaine. Mutualisons nos moyens avec les leurs au lieu de nous gaspiller et de vouloir tout faire par nous-mêmes. Qui trop prend brasse, mal étreint, vous connaissez le proverbe, Monsieur le Président. Enfin, vous voulez mettre l'accent sur la Chine, l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud. Ça fait bien, ça fait rêver. Ce sont des grands pays émergents. Mais l'expérience a montré que les conditions ne sont pas réunies pour avoir des échanges significatifs et fructueux avec eux. On n'a pas la même culture que ces pays. On n'a pas les mêmes procédures que ces pays. On n'a pas les mêmes droits des affaires que dans ces pays. Ils n'ont pas pour nous le même intérêt que nous avons pour eux. Nous ne jouons pas dans la même cour d'école qu'eux. Nous ne boxons pas dans la même catégorie qu'eux. Cela ferait 30 ans que nous courons après eux comme après un mirage. Depuis 2004, nous avons une antenne à Tianjin. Quelles sont les retombées pour la Réunion après 12 ans? Nous préférerions que votre politique de coopération soit orientée vers des destinations moins glamour, mais avec lesquelles nous avons de réelles complémentarités. Je veux parler de Madagascar et du Mozambique. Au lieu de nous éparpiller, nous devrions concentrer notre coopération avec eux. C'est le seul moyen d'avoir un effet de masse et d'obtenir des résultats. Enfin, nous devons, dans le cadre de la coopération décentralisée, aider Mayotte à se développer. En elle-même, Mayotte est une bombe à retardement. L'immigration incontrôlée en provenance d'Anjouan, marquée par des drames humains, ajoute encore à la déstabilisation du pays. Et par ricochet, la Réunion a des difficultés à accueillir nos compatriotes mahorais, dont l'intégration dans notre île ne va pas toujours de soi. C'est dans notre jardin, c'est-à-dire à Madagascar et au Mozambique, que se trouvent les complémentarités de la Réunion. C'est à notre porte, à Mayotte et aux Comores, que se joue la stabilité de notre île, Monsieur le Président. Au lieu d'aller errer de par le vaste monde,
tournons prioritairement vers eux notre coopération. Enfin, je voudrais terminer par l'absence de DGA, puisque je vois que vous avez remanié le service coopération internationale. À ce jour, on n'a pas de DGA, mais on a quelqu'un qui fait fonction de DGA. Pour un projet de telle envergure, ne pas avoir le personnel administratif qui puisse répondre exactement aux besoins de cette politique, je me pose des questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Nemeza, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je serai beaucoup moins longue que ma collègue, mais je voulais juste revenir sur 3 points. Le premier consiste sur ce qui est écrit dans le rapport concernant votre projet de déplacement alternatif, enfin ce que je considère comme un projet de déplacement alternatif. Le monorail, je note que, après en avoir promis 2, le rapport fait état d'un seul monorail qui part de Sainte-Marie jusqu'à Saint-Denis. Donc, où est passé le 2e monorail promis jusqu'à Saint-Louis? C'est une première question. Sur ce projet, il est noté qu'il est inscrit dans le cadre du RRTG. Alors, j'appelle vraiment de tous mes voeux que ce que j'ai vu sur le RRTG, j'espère, sera modifié, puisque aujourd'hui, ce qui est proposé dans ce projet, c'est un espèce de serpent avec plusieurs bras. On va rentrer dans un bus, on va descendre, on va prendre un monorail, on va descendre du monorail, on va prendre peut-être un câble, on va sortir du câble, on va peut-être prendre un autre bus, on va sortir du bus, on va peut-être prendre, je ne sais pas, un train. Donc vraiment, si c'est ça le projet alternatif qu'on offre aux Réunionnais en matière de déplacement, je pense qu'il y aura vraiment peut-être, on mérite peut-être mieux, surtout quand on voit l'asphyxie sur les routes. Et malheureusement, c'est ce qui est écrit et c'est ce qui a été débattu longuement en commission. Et j'ose espérer que vraiment, ce n'est pas ce que vous prévoyez en matière de projet de déplacement. On veut un vrai transport alternatif, un vrai transport en commun qui permette à ceux qui travaillent sur Saint-Benoît ou qui habitent à Saint-Benoît et qui vont travailler au port, de rentrer dans au moins un, peut-être 2 modes de transport, mais d'avoir une continuité réelle, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui est envisagé. Et le monorail est un morceau de ce dispositif qui va être... c'est une combinaison donc, de dispositifs différents. Et pour moi, ce n'est pas un projet cohérent. D'ailleurs, c'est ce que dit également le CESER, qui lui aussi demande la continuité, la cohérence des différents modes de déplacement. Sur le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est sur le projet de l'écocité. Je note dans le rapport que la région inscrit 300 000 € en investissement, mais surtout 200 000 € en fonctionnement. Ces 200 000 €, je cite, sont dédiés à la mise en place de la structure opérationnelle et sa gouvernance. Je pense que ça mérite des éclaircissements. Le projet d'écocité est-il devenu un projet régional, sous maîtrise d'ouvrage de la région? C'est une vraie question, parce que si la région met 200 000 € en frais de fonctionnement en 2016, alors que ce projet est un projet sur 30 ans, quel est le coût final pour la région de cette fameuse gouvernance opérationnelle et de cette participation à cette structure qui, à mon sens, sauf si elle existe, pour moi, elle n'existe pas encore. Donc, j'aimerais avoir des éclaircissements sur cette enveloppe. Enfin, sur le ma troisième intervention consiste sur le volet aménagement, le pilier de l'aménagement. Monsieur Valli l'a rappelé on envisagerait cette année la révision du SAR. Donc on revient à la discussion de ce matin sur l'expérimentation. Donc c'est un vrai flou qui existe. Donc on veut réviser le SAR, mais en même temps on veut expérimenter un nouvel outil. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et qu'est-ce qu'on veut, qu'on soit clair avec les Réunionnais sur le vrai engagement qu'on prend. Là aussi, j'appelle de tous mes voeux à ce qu'on arrête de faire des études qui ne servent à rien et dont on fait la démonstration que la valeur réglementaire, qu'il n'y a pas de valeur réglementaire, et qui est ensuite qu'on approuve ensuite effectivement que ces documents ne sont pas opposables. S'il vous plaît, qu'on dépense de l'argent en matière d'aménagement pour faire des choses concrètes et qu'on arrête de financer les SPL et les organismes qu'on subventionne à coût de 700 000 800 000 € pour faire des évaluations et mettre en place des critères bidons sur des documents qui n'ont pas de valeur réglementaire, dont on va continuer à faire des évaluations juste pour faire vivre ces organismes. Donc, pour ne pas citer sur ce volet-là, je note qu'au BP 2016 sont inscrits
1 million d'euros en investissement, c'est-à-dire le même montant que vous allouez au budget sur le logement. 1 million d'euros que vous mettez sur le logement, vous le mettez pour ces organismes en matière d'aménagement. 740 000 euros en fonctionnement, et avec un seul indicateur, le renouvellement de l'accord cadre pluriannuel avec la SPL Mariana. J'aimerais qu'on me dise qu'est-ce que ces organismes ont apporté de façon concrète au développement de la Réunion et surtout en matière d'aménagement. Je pense qu'on a le droit de savoir, pour un montant aussi élevé, qu'est-ce que concrètement ça a fait changer en matière d'aménagement, surtout qu'on vient de dire que le SAR restreint tout alors qu'il a été voté par cette majorité. Qu'est-ce que ces organismes ont concrètement fait évoluer en matière d'aménagement à La Réunion? Est-ce qu'on a produit plus de logements? Est-ce qu'on a déplafonné des terrains qui étaient enclavés? Est-ce qu'on a un vrai réseau en transport en commun? Est-ce qu'on a moins d'embouteillages? J'aimerais vraiment qu'on puisse nous répondre et nous éclaircir sur ces montants vraiment élevés. Merci, Monsieur le Président. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Bello, je vous en prie. Merci de me donner la parole. Vous savez que notre économie est fondée principalement sur la consommation et soutenue par les transferts publics. Nous nous disons qu'elle doit vraiment élargir sa base productive en utilisant ses atouts. Parce qu'il faut aller, vous conviendrez avec moi, vers une plus grande autosuffisance alimentaire au plan local et régional. Et notre marché local doit vraiment être un socle. Et d'une certaine façon, ça pourrait développer de façon prioritaire les activités économiques basées sur les ressources mêmes de la Réunion afin de limiter notre dépendance et qui est un facteur de vulnérabilité. Et c'est pour cela que je trouve que c'est d'une grande faiblesse l'investissement que vous proposez de 100 000 euros pour faire manger pays les élèves des lycées. Nous avons à La Réunion 654 établissements scolaires avec 220 000 élèves et nous savons aussi, c'est important de le savoir et on doit avoir la conscience que 39% de mineurs vivent dans une famille où aucun parent n'a un emploi et que la moitié des jeunes de moins de 20 ans vit en dessous du seuil de la pauvreté, ce seuil de la pauvreté qui est établi à 935 €. Et donc, mon propos, c'est de sensibiliser sur un des aspects de la santé des enfants de ce département dit moderne dans lequel, je le redis encore, 60% de la population n'a pas d'eau potable, où le taux de mortalité infantile est 2 fois plus élevé que le taux national, où il y a 4000 pathologies qui sont identifiées lorsque l'on fait les bilans de santé de ces enfants. Et je veux surtout parler de la prévalence de l'obésité chez l'enfant qui est plus élevée à La Réunion par rapport à la situation nationale. Ça reste vraiment un problème majeur à La Réunion. Et la surcharge pondérale, vous le savez, elle est plus importante au CM2 qu'en grande section de maternelle. C'est pour cela, Monsieur le Président, nous sommes d'accord de la part importante que les parents doivent prendre pour l'éducation des enfants. Mais nous ne pouvons pas ne pas avoir l'attention que le parent symbolique que nous sommes devrions avoir au regard de ce problème. Manger, c'est un acte agricole et la production, et nous avons une production locale qui est intéressante. Et nous avons ici une représentante du monde agricole qui est conseillère régionale et ça n'est pas elle qui va me contredire. Nous avons aujourd'hui une filière agricole, son slogan est bien, c'est une filière agricole qui est positive. La production fruitière couvre 80% des besoins de la population réunionnaise. La production locale de légumes permet de couvrir près de 70% des besoins locaux. Il n'y a aucun département d'outre-mer qui fait mieux que nous. Et nous le savons aussi que les productions peuvent varier en fonction des conditions climatiques. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, moi je suis là aussi parce que vous en avez parlé à un moment. Qu'est-ce que nous attendons pour mettre en place un cahier des charges qui soit un cahier des charges unique de toutes les collectivités et le faire avec, évidemment, les organisations agricoles pour que les enfants puissent manger les produits de la terre de la Réunion. Et je reviens sur les aléas climatiques. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui aussi d'encourager la généralisation de chambres froides qui permettraient de pallier
la pénurie. Et vous savez que faire manger local à nos enfants, ça créerait évidemment beaucoup d'emplois. Cette classe 3, cette classe 4, ça permettrait de mettre en place des ateliers où on n'a pas besoin d'une formation extraordinaire pour mettre cela en place. Et, Monsieur le Président, c'est pour cela, moi je tenais à faire cette intervention pour qu'il y ait dans la réflexion de ceux qui travaillent pour le développement, dans la commission éducation, pour qu'on soit habité par la nécessité que nos produits locaux soient aussi dans les restaurants scolaires. Ça ferait vraiment aussi beaucoup plus de revenus pour nos maraîchers, pour nos agriculteurs qui tirent le diable par la queue, il faut bien le dire. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Des interventions, Madame Nadia Ramassamy, je vous en prie. En fait, je vais m'adresser à déjà l'opposition, parce qu'on a l'impression que le président, toutes ces années, il n'a rien fait avec sa majorité. Bon, d'abord, je m'adresse à Thierry Robert. Monsieur Thierry Robert, je m'adresse à vous. En fait, déjà, vous avez mal analysé. Ce n'est pas 1 million d'euros qu'on va débuter, c'est 5 millions d'euros consacrés à la réhabilitation du logement social. Donc, vous êtes trompé déjà. Si, c'est 5 millions d'euros, on a voté. Ensuite, ce budget vient en plus des sommes que nous mettons sur la réhabilitation thermique et le contrat plan État-région. 2016 est seulement un budget de transition qui permet d'initialiser des nouveaux montages avec les bailleurs sociaux et les opérateurs. Des moyens supplémentaires seront votés au budget supplémentaire. En plus, moi je trouve que la façon dont vous dénigrez le président, c'est vraiment pas sympa. Comme Madame Bello d'ailleurs. Non, là je suis pas d'accord. Je n'apprécie pas parce que, en fait, c'est facile de parler de l'intérêt général de la population. C'est facile de dire que on est là pour soutenir la population, les femmes battues ou autres. D'accord. Mais rappelez-vous bien, Madame... Attendez. Madame Gobalou, c'est bien facile de le dire. Non, mais laissez-moi parler. Concrètement... Madame Ramassamy, s'il vous plaît, 2 minutes. Laissez-moi parler. Madame Gobalou, je vous demande de garder votre calme. Non, calmez-vous. Je vous demande... Madame la chef de groupe, est-ce que vous pourriez demander à Madame Gobalou de garder son calme dans cet hémicycle? Cela fait 2 heures. Madame Gobalou, cela fait 2 heures. Cela fait plus de 2 heures que nous vous écoutons avec beaucoup de patience. Donc je vous demande de vous calmer. Peut-être pourriez-vous prendre un verre d'eau, revenir, mais accepter que chacun des élus dans cet hémicycle s'exprime librement, comme vous l'avez fait. Donc je vous demande de vous calmer, Madame Gobalou. Je vous propose éventuellement de prendre un verre d'eau, mais de laisser Madame Nadia Ramassamy poursuivre. Ce que je veux dire, c'est que nous tous, on se bat pour toutes les catastrophes qui se passent actuellement. Autant les enfants battus, les enfants tués, autant les femmes battues. Nous sommes tous conscients. Je suis avant tout médecin, donc je sais ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Mais je pense que Madame Bello, qui a défendu pendant des années l'ancienne majorité, 30 ans que la région existait à l'époque, qui le premier a initié dans sa majorité l'aide à l'habitat social? C'est bien notre président Didier Robert. Rappelez-vous, en 2011, nous avons voté à l'unanimité pour que nous participions pour la première fois à notre aide par la clause de compétence générale, l'aide à l'habitat social. Donc je veux dire qu'il faut quand même ne pas que critiquer ce que cette majorité a fait. Je pense qu'il faut quand même bien prendre en considération ce qu'on a fait. D'ailleurs, je tiens quand même à dire ce qu'on a fait entre 2010 et 2015. Par délibération de l'Assemblée plénière du 17 novembre 2011, la région présidée par Didier Robert, a approuvé la mise en place de façon volontariste d'un cadre régional de financement de l'aménagement, notamment donc en faveur du logement social.
En application de cette décision, un protocole d'accord a été signé par l'État et la région le 6 mars 2012 pour une durée de 2 ans dans l'objectif d'améliorer la production de logements sociaux à La Réunion. Le bilan du dispositif à fin 2014 est le suivant, 22 millions d'euros engagés pour permettre la production de 1888 logements sociaux. La région intervenait aussi sur le financement de ZAC en substitution de la LBU que l'État affectait au FRAFU à vocation sociale, ce qui lui permettait de consacrer une part plus importante au financement du logement. Concernant la garantie d'emprunt en faveur de la production de logements sociaux, la région a décidé en 2013 d'intervenir pour la première fois à parité avec le département pour apporter une garantie de prêt sur fonds d'épargne pour le logement social à hauteur de 7,5%. L'intervention de la région a permis de réaliser de nombreux projets de construction de logements sociaux qui étaient bloqués depuis 2012 faute de garants permettant de mobiliser les prêts de caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne. À fin 2015, c'est donc un montant de près de 322 millions d'euros qui ont été garantis pour produire 3 222 logements, dont 24 millions d'euros pour la part garantie par la région. Il faut rappeler donc, moi-même en charge de l'habitat, on rappelle que la mandature de Didier Robert, je vais lire quand même ce qu'il a dit dans son engagement. Je m'engage pour un grand plan logement, pour d'abord réhabiliter des logements sociaux et éradiquer le mal logement de notre île. Ensuite, pour permettre aux familles d'accéder dignement à la propriété. Des milliers de Réunionnais vivent encore aujourd'hui dans des logements dépourvus du confort élémentaire ou dans des situations de surpeuplement aggravé. Ce sont plus de 500 millions d'euros qui sont programmés pour ce vaste plan de réhabilitation de 20 000 logements sociaux avec l'objectif de favoriser l'accession à la propriété à tous. Nous sommes qu'en 2016, nous avons 5 ans pour le faire. Nous commençons à initialiser. Je continue, Monsieur Thierry Robert. L'accroissement de la population a pour conséquence des besoins accrus en termes de logements, d'infrastructures et d'équipements publics. Donc, 24 000 ménages réunionnais sont actuellement en attente d'un logement locatif social. Plus de 10 000 logements du parc locatif ancien nécessitent une réhabilitation lourde. 16 235 logements privés insalubres ont été recensés par l'étude de l'Agora 2006-2008. Ce que je tiens à vous dire, c'est quand on dit qu'on va évaluer, on va faire ci, on va faire ça. Le 17 mai, nous avons déjà programmé dans notre commission sectorielle de grands travaux un programme qui nous permet justement de mettre en place ce que le président a décidé quand il a commencé justement sa nouvelle mandature. Nous avons pu voir déjà par rapport à l'amélioration, l'accession à l'habitat. Nous avons déjà vu avec nos services les directeurs les bailleurs sociaux, dont la SIDR, SHLMR, parce qu'il faut savoir que pour faire l'accession à la propriété, il faut qu'il y ait quand même une ancienneté, au moins 20 ans que le locataire loue. Donc nous avons déjà, nous sommes en train de faire une cartographie de tout ce qu'on peut faire en urgence pour pouvoir faire en sorte que les Réunionnaises et Réunionnais peuvent avoir très rapidement l'accession à la propriété. Donc ça, c'est dans une première partie. Et en même temps, nous allons aussi aider pour le parc privé. Nous avons déjà vu des opérateurs agréés par l'État à but non lucratif, où là, il y aura simplement des répercussions pour des améliorations d'habitat pour des Réunionnaises et des Réunionnais. Et en même temps, nous allons favoriser le secteur BTP, où nous allons employer beaucoup plus des petites et très petites entreprises pour pouvoir justement répondre aux demandes des Réunionnaises et des Réunionnais, autant sur le plan de mieux vivre et autant sur le plan de l'économie et l'emploi. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Madame Assemi. Qui souhaite prendre la parole? Madame Coppel-Soré, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais donc apporter des réponses aux questions qui ont été posées par les membres de l'opposition. Il y a 2 types de questions. Il y a celles qui sont
questions parce que, un peu par méconnaissance ou non-connaissance comme les SPL, j'y vais venir. Puis après, il y a des critiques de posture. Il y a des questions critiques de posture, j'en ai entendu. Et je souhaiterais, au terme de 2 sujets, puisque ce sont les 2 sujets principaux qui vous intéressent en ce qui concerne ma délégation, c'est justement les SPL et les transports et les déplacements. Je dis qu'effectivement, il y a des questions de posture. Il y a des questions qui ne sont pas très constructives, qui sont là pour faire passer des messages. Alors je sais bien que la présence des journalistes en stimule certains, mais je vais vous répondre mais en toute transparence et en toute honnêteté, mais j'aimerais que, notamment sur la SPL, et je vais commencer pour la SPL, d'ailleurs, tiens, juste j'ouvre une parenthèse et je vais la refermer, la SPL Maraena, puisque c'est celle qui vous intéresse le plus, la commune de Saint-Leu est membre de la SPL Maraena. Elle est actionnaire. Elle est actionnaire. Nous avons écrit plusieurs fois au député maire de Saint-Leu pour lui proposer les services des ingénieurs et de l'engineering de la SPL Maraena pour venir au soutien de ces projets. Nous n'avons toujours pas de réponse. Et si effectivement le contenu de la SPL vous intéresse autant, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi vous ne venez pas aux réunions? Parce que sur 13 réunions, sur 13 assemblées, conseil d'administration, comité technique, il y a une seule présence du représentant de la commune de Saint-Leu au sein de la SPL Maraena. Donc moi je veux bien, je suis là pour vous donner toutes les informations et agir en toute transparence, mais intéressez-vous correctement à ce que fait la SPL, respectez le travail des équipes de la SPL et arrêtez d'avoir des postures qui ne font pas avancer. Alors la SPL et les SPL en règle générale, parce que ça aussi, Monsieur le Président, je suis désolée, mais ça commence un petit peu à m'agacer d'entendre en permanence de dire mais c'est quoi une SPL? À quoi ça sert? On ne sait pas. C'est une coquille vide qui ne fait rien mais qui prend beaucoup d'argent. Alors il faut savoir que les entreprises publiques locales, il y en a 1200 en France et qu'elles génèrent 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des acteurs de l'économie. En Outre-mer, il y a à peu près 100 établissements entreprises publiques locales, SEM ou SPL, qui génèrent 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est du concret là. Là, nous sommes dans l'économie d'un territoire. Et à La Réunion particulièrement, il y en a une trentaine, dont 10 SPL, qui génèrent plus de 430 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploient plus de 2800 personnes. C'est ça les SPL. Les SPL, elles ont des rôles de bâtisseurs. Ce sont des créations de filières, d'emplois. Elles participent au développement de l'attractivité économique des territoires. Quel que soit le champ d'intervention, que ce soit sur le champ des transports ou de l'énergie ou de l'aménagement ou d'autres. Et alors, en ce qui concerne plus particulièrement la SPL Maraena, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que dès que nous avons voté le budget, c'est-à-dire dans quelques jours, bien, vous pourrez venir, effectivement, nous prendrons rendez-vous et je vous ferai visiter la SPL, je vous présenterai les équipes et vous verrez le travail incroyable qui est fourni. Parce que la SPL Maraena, contrairement à ce que j'entends, elle n'est pas déficitaire, elle fait des bénéfices depuis plusieurs années. Et le bilan que nous allons présenter dans quelques jours au conseil d'administration marquera encore une augmentation des bénéfices de la SPL. Donc cessez de dire qu'elle ne fait rien, qu'elle coûte beaucoup d'argent et qu'elle en perd beaucoup parce que c'est totalement faux. Sur les mandats, sur son activité proprement dite, mais c'est quand même incroyable. Vous avez le droit d'insulter les gens et moi j'ai pas le droit de vous répondre d'une manière factuelle. C'est moi m'a coupé. Madame Goubalou, je trouve que ces Madame Coppel, s'il vous plaît. Je trouve que ces attaques personnelles sont très désagréables. Je vous demande simplement 2 minutes d'attention. Non, arrêtez de lever votre main. Je vous demande 2 minutes d'attention. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. Chacun des élus ici est libre de s'exprimer comme il le souhaite. Vous l'avez fait chacun à votre tour. Vous vous êtes exprimé, élu de l'opposition, et à aucun moment il n'y a eu dans cet hémicycle de voix qui se sont élevées pour vous interrompre dans vos propositions. Quel que soit ce que vous avez dit, quels que soient les propos que vous avez tenus. Donc je vous demande à chacun d'entre vous d'avoir suffisamment de respect pour la fonction que vous occupez et d'accepter que des réponses vous soient apportées, qu'elles vous plaisent ou qu'elles vous déplaisent. Je vous remercie.
Madame Coppel, je vous demande de poursuivre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, et j'espère effectivement pouvoir poursuivre sans être interrompu. Surtout que ce sont des éléments de réponse que je vous apporte. Je ne suis pas dans la posture, je ne suis pas dans la polémique. Vous voulez des éléments, vous avez posé des questions pour certaines qui étaient très concrètes. Je suis là pour vous répondre. Alors s'il vous plaît, laissez-moi vous répondre. Sinon, j'aurai le sentiment qu'il y a plus que cela à travers vos propos et qu'il y a des attaques personnelles qui me seraient fort désagréables, vous vous en doutez. Alors, sur la SPL Mariana, je vous rappelle que c'est plus de 80 mandats. La SPL intervient, j'ai la liste, je pourrais vous la détailler, cette liste. Elle intervient sur la plupart des lycées, dans le plan de rénovation des lycées. Quand vous posez la question, mais pourquoi mettre encore 1 million d'euros dans la SPL? Mais parce qu'on fonctionne de cette manière. Les actionnaires que sont les communes, la région, les intercommunalités, elles donnent un mandat à la SPL de réaliser des opérations, soit des opérations de construction, soit dans le cadre d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et l'argent que vous avez annoncé, eh bien, c'est la rémunération de ces mandats. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je m'engage dans quelques temps, lorsque le conseil d'administration se sera réuni et l'assemblée spéciale et l'assemblée générale, je m'engage, si vous le souhaitez, à vous accueillir avec l'ensemble des équipes et avec son directeur général, son directeur de la stratégie opérationnelle. Nous nous engageons à vous accueillir pour vous présenter l'ensemble des mandats qui sont réalisés. Maintenant, sur les rapports qui sont faits, vous le savez bien, chaque SPL, elle est tenue, elle est obligée de faire des rapports d'activité tous les ans. Et ces rapports d'activité sont présentés au sein des conseils municipaux ou au sein même du conseil régional. Donc vous ne pouvez pas l'ignorer. Et vous avez parfaitement connaissance de ce contenu. Soyez objectifs parce que les SPL sont vraiment des outils qui sont au service du territoire. Deuxième point, c'est sur la politique du transport. Bon, je peux comprendre que là encore, il y ait des interrogations pour avoir une vision globale et cohérente. Vous êtes élus depuis quelques mois maintenant, et là encore, les services et l'élu que je suis est à votre disposition. Nous sommes à votre disposition pour vous présenter le panel complet de toute la politique régionale que nous menons en matière de transport et de déplacement, pour que vous puissiez avoir et apprécier la cohérence qui existe. Après, si vous avez des critiques, elles seront constructives, on les entendra. Hein, mais je crois que cessez de dire qu'il n'y a pas de cohérence. L'ensemble des autorités organisatrices de transport sont réunies autour d'une structure qui s'appelle le syndicat mixte des transports, qui est présidé aujourd'hui par le vice-président du conseil départemental en charge des transports. On met de la cohérence. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à se mettre tous autour de la table et à avoir une vision partagée et globale du développement du transport à La Réunion et particulièrement du transport en commun. Sur les infrastructures, sur le réseau régional de transport guidé, je vous l'ai déjà dit, le tracé est en cours de finalisation. C'est un tracé qui est construit avec l'ensemble des partenaires, communes, intercommunalités, les AOT. Donc c'est un tracé de référence et nous allons ensuite phaser. Il y aura du phasage, on ne pourra pas tout réaliser en l'espace de 2 ans, 3 ans. Vous vous en doutez bien, il faudra peut-être même plusieurs mandats avant que l'ensemble du réseau régional de transport guidé ne soit réalisé, si les financements de l'État et si les financements de Bruxelles sont effectivement maintenus à un niveau satisfaisant. C'est ça la planification. Donc nous agissons en priorité sur des secteurs qui sont congestionnés, qui subissent aujourd'hui beaucoup d'embouteillages. L'entrée est de Saint-Denis nous paraît être une priorité avant l'autre infrastructure du Sud, puisque l'autre infrastructure, le Sud a bénéficié des financements de l'Europe et de la région pour le TCSP de Pierrefonds-Saint-Pierre, qui d'ailleurs va bientôt être inauguré. Donc nous avons aujourd'hui priorisé, bien sûr avec la nouvelle route du littoral et ses voies réservées aux bus, avec l'entrée ouest de Saint-Denis, et nous avons également priorisé l'autre secteur qui est l'entrée est de Saint-Denis. Et je dirais même plus au-delà, puisqu'on partira de Saint-Benoît, mais certainement dans un deuxième temps. Les études sont en cours, elles vous seront montrées. Vous êtes là depuis 3 mois et demi, je comprends votre impatience, mais les études pour doubler la RN2 depuis Saint-Benoît, elles sont en cours. On m'a fait un point d'ailleurs il y a quelques jours. Soyez patients et vous aurez une vision, vous aussi, complète de l'ensemble de la politique de transport et déplacement que nous menons. Et s'il vous plaît,
respectez au moins le travail, si vous ne voulez pas respecter l'élu, respectez au moins le travail des services et des administrations, de l'ensemble des AOT, plus particulièrement de l'endroit où nous sommes, à savoir la région. Nous travaillons dans l'intérêt de la Réunion. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Dominique Fournel. On va y arriver. Je suis Paris. On me disait que mon micro ne fonctionnait pas. Vous m'entendez? Ça va, ouais, très bien. Bon, parfait. Bon, je voudrais rapidement répondre à toutes les interrogations de nos collègues sur les travaux, sur les chantiers, etc. Un peu dans l'ordre auquel ils ont posé ces questions. D'abord, je voudrais dire à Madame Bello que le président de région, en 2010, n'a pas supprimé le seul projet ferroviaire qui tenait la route à La Réunion. Comment peut-on supprimer un projet qui n'existe pas? Je vous rappelle que si le projet élaboré par la mandature de Paul Vergès a bien démarré, il a très mal fini, puisqu'au bout du compte, fin 2009, lorsqu'a été signée la convention, le marché, disons, entre le groupement et Paul Vergès, ce marché était soumis à une condition suspensive qui était de trouver dans les 3 mois le financement de l'opération. Or, ce financement, qui était surtout basé sur l'espoir d'une dotation ferroviaire qui aurait permis d'avancer un peu, ce financement n'a jamais été trouvé. Donc, Didier Robert n'a pas supprimé un projet qui n'existait pas. Je voudrais dire à Madame Bello, qui aime bien les superlatifs, il faut quand même savoir raison garder. Quand on parle pour la route du littoral de gouffre financier, qu'on parle d'ampleur des dégâts, derrière ces vocables, faut-il encore avoir des arguments? Voilà pour Madame Bello. Après est intervenue Madame Gobalou, qui a parlé donc du problème très réel de réhabilitation des logements sociaux, mais je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit Nadia Massami. D'ailleurs, ce problème, vous le savez bien, Madame, a été évoqué en commission sectorielle, nous en avons parlé assez longuement, donc je ne voudrais pas revenir là-dessus, si ce n'est pour dire qu'effectivement, il faut que les bailleurs sociaux travaillent avec nous dans une même direction et notamment prennent en compte les loyers qui ont été versés par les occupants de ces logements sociaux pendant de très nombreuses années, ça me paraît capital. S'agissant du pont du Gol, qui a été évoqué au cours de cette réunion également, sachez que nous sommes en travail, en concertation avec la mairie de Saint-Louis, les services techniques de la mairie de Saint-Louis, pour voir de quelle façon on peut améliorer cet ouvrage qui est vraiment maintenant quasiment obsolète et qui pourtant sert beaucoup à la desserte de Saint-Louis, et que les travaux pourraient devoir débuter début 2017. Et je vous rappelle également que sur Saint-Louis, puisque nous sommes à Saint-Louis, on travaille également sur l'ancien pont de la rivière de l'Est, de façon à assurer avec 2 objectifs, à assurer une meilleure sécurité pour les piétons qui passent sur ce pont, et essayer de rétablir aussi une circulation pour les cyclistes, ce qui est important, ce qui est relativement difficile compte tenu de la largeur de ce pont. Nous travaillons dessus, ça a été examiné en commission. Il y a plusieurs options qui vont de mémoire de 3 millions à 9 millions d'euros. La décision finale n'est pas prise, mais c'est quelque chose qui nous inquiète. Pour Madame Nativelle, la route de Cilaos, c'est effectivement un gros problème, la route de Cilaos. Tout le monde le sait, c'est évident. Simplement pour vous dire qu'au-delà de l'entretien qui est assuré de façon permanente, puisqu'on a sur la route de Cilaos quasiment le même régime de surveillance que sur la route du littoral actuel, les dépenses annuelles pour l'entretien et le confortement de certains secteurs difficiles sont de l'ordre d'1 million d'euros par an. Quand on a dit cela, on peut ne pas être satisfait, vous avez raison, mais sachez que parallèlement, des études sont menées depuis maintenant, je crois, 3 ans à peu près, visant à modifier certains itinéraires de cette route de Cilaos, notamment en passant en tunnel sur des passages les plus délicats,
C'est une opération qui aujourd'hui est estimée à 300 millions d'euros. C'est une opération qui fait l'objet de programmation, d'études complémentaires. Ça n'est pas quelque chose qui a été oublié. Pour le radier du Ouaki, je vous rappelle simplement, madame, qu'il n'est pas de la compétence de la région. C'est une compétence du conseil départemental. Alors, je veux bien transmettre votre message au conseil départemental, ce sera fait, mais sachez que c'est vers eux qu'il faut se retourner. Enfin, concernant le dégorgement, un des problèmes qui a été plusieurs fois soulevé en commission, le dégorgement du centre-ville de Saint-Louis. Là, on est donc sur une étude aussi qui a été vue en commission sectorielle et qui a double détente. La première solution, qui est la plus simple et qu'on devrait engager cette année, c'est la création d'un dégagement, d'une voie, entre le rond-point de Bel-Air et le rond-point de la Palissade, en passant sous le nouveau pont de la rivière de l'Est. De la rivière Saint-Étienne, excusez-moi, rivière Saint-Étienne. C'était quelque chose d'assez simple à faire. Il y a des contraintes environnementales puisqu'on passe dans quasiment le lit de la rivière et donc l'ADEAL sur ce dossier-là est quand même très prégnante pour nous parce qu'ils ne veulent pas donner d'avis sur le passage pour le moment. Donc on est en négociation avec l'ADEAL pour arriver à obtenir dans les meilleures conditions les autorisations de loi sur l'eau. Et puis